Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, 3 jours qui s'annoncent importants sur la scène politique au Canada. Les premiers ministres des différentes provinces se réunissent à Huntsville, en Ontario, pour faire le point, bien sûr, entre autres, sur ces tarifs. Oui, ils sont arrivés dès hier soir. C'est à partir de mardi que Mark Carney, le premier ministre du Canada, va se joindre à toutes les discussions sur les négociations commerciales, mais aussi sur le libre-échange interprovince, sur la manière dont le Canada peut riposter, que ce soit économiquement ou directement aux tarifs américains. Droits de douane qui nous menace, je le rappelle, la date butoir désormais du 1er août, décidée arbitrairement par M. Trump dans les lettres qu'il a envoyées un peu partout autour du globe, ce qu'il qualifie lui-même de deal en soi. Eh bien, il faut continuer de négocier. Et là, ce qui est assez spécial, c'est que Howard Lutnick, qui est le secrétaire américain au commerce, lui a émis publiquement des hypothèses selon lesquelles c'était pas terminé le libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Et de qualifier le libre-échange de mort, ce serait stupide, pour le paraphraser. Et il, lui, maintient que, pour l'instant, effectivement, il va y avoir des droits de douane contre le Canada, que c'est un peu inévitable, comme l'avait affirmé Mark Carney la semaine dernière, mais que il y a quand même toutes sortes de produits qui sont toujours exemptés par l'accord Canada-États-Unis-Mexique. L'AECUM qui exempte à peu près 75% jusqu'à 79% selon certains chiffres des importations américaines qui proviennent d'ici. Donc, on se comprend, il n'y a pas des droits de douane sur tout pour l'instant, mais il y a quand même des négociations de fond qui doivent se tenir, particulièrement sur l'acier, sur l'aluminium, sur le cuivre. Il y a des industries qui vont avoir des graves problèmes dans les prochains mois si jamais il n'y a pas de changement de ces côtés-là. Il va y avoir également toutes sortes de discussions par rapport au projet de loi, le C5, qu'on veut utiliser pour accélérer les projets dans l'intérêt national du côté de M. Carney et qui, eux, sont directement, si on veut, en opposition avec certains droits ancestraux des Premières Nations au Canada, parce qu'on pourrait, avec ce projet de loi-là, faire fi de certains droits acquis autochtones si on veut avoir des projets qui se réalisent plus rapidement. Il va y avoir donc toutes sortes de négociations. Aujourd'hui, c'est la première journée de la réunion qui se consacre presque exclusivement aux discussions avec des dirigeants autochtones d'un peu partout au pays. Il va être intéressant de suivre tout ça. C'est pas mal de dossiers, Alex, qui se brassent en même temps du côté et des gouvernements provinciaux et du gouvernement Carney. Il va falloir qu'il y ait, politiquement, pour M. Carney, on s'entend, des résultats de ces discussions-là, qu'on puisse annoncer quelque chose, qu'on puisse au moins essayer d'exprimer au public qu'il y ait du changement quelconque, parce que pour l'instant, la réplique canadienne, on la sent pas forte. Je vous rappellerai un peu ce que Mark Carney a commencé à faire, puis ça c'est un truc politique vieux comme le monde, c'est-à-dire réduire les attentes. Souvenez-vous de certaines déclarations du premier ministre PDG qui a commencé à dire peut-être qu'il va en avoir encore des tarifs. Quelle ampleur, on le sait pas. Mais est-ce que ça deviendra la nouvelle normalité d'avoir un certain pourcentage? Est-ce que c'est un 10%? Est-ce que c'est un 15%? Mais il a déjà commencé à diminuer les attentes. Tu nous parlais de la date butoir du 1er août. Moi, je vais juste vous rappeler qu'on avait fixé une autre date butoir après le sommet du G7 à Kananaskis. Et c'était le 21 juillet. Je regarde mon téléphone sur aujourd'hui, c'est le 21 juillet. Or, il se passe absolument rien. On n'a pas annoncé, en tout cas, à moins d'avis contraire, la journée est encore jeune, mais on n'a pas annoncé de deal. On s'était donné un mois pour se donner une chance à la négociation avec les Américains. Or, un mois plus tard, des résultats, il n'y en a pas. Avez-vous remarqué à quel point on n'entend plus le fédéral? On n'entend plus, par exemple, les Dominique Leblanc, les Mélanie Joly, les François-Philippe Champagne, on les entend plus. On les demande en entrevue. On les demande en entrevue puis ils viennent pas. Mélanie Joly, faut dire, ça fait des mois et des mois. Là, ça fait un bout, honnêtement, j'ai lâché prise, mais ça fait des mois, des semaines qu'on essaie de l'avoir ici à Cube. On n'est pas capable. Ils disent qu'ils discutent derrière les portes closes et que c'est en privé que ça se fait les négociations. Et ça, oui, tu fais bien de le souligner. Il y a, je crois, en tout cas, c'est mon interprétation, aussi une centralisation des communications. C'est-à-dire que là, le seul qu'on entend parler, et très brièvement là-dessus, c'est le boss. C'est le premier ministre. C'est Mark Carney. Ça passe énormément par lui. Entre autres, c'était le cas la semaine dernière, lorsqu'il y a eu ce Conseil des ministres spécial pour se pencher notamment sur les tarifs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressortira de ce 3 jours de rencontre en Ontario? On verra bien. Mais c'est sûr que quand Mark Carney se fait élire, puis c'est
son argument numéro 1 là, de la dernière campagne électorale, rappelez-vous, sur « je suis l'adulte dans la pièce, je suis la bonne personne pour dealer avec le Donald » et qu'on a si peu de résultats, après nous avoir vraiment claironné là, en grande pompe là, certaines dates butoirs cruciales. Le danger pour Mark Carney, c'est qu'il perde un peu de sa superbe, là. Un petit peu de son aura, parce que dans l'esprit de certains, ce gars-là, même s'il a un très beau CV puis une belle carrière, j'en conviens, mais dans l'esprit de certains, ce gars-là, c'est le sauveur, là, puis qui marche sur l'eau. On s'aperçoit qu'il y a peut-être un petit peu de vagues sur le lac, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est une histoire qui avait fait les manchettes là quand même il y a de cela plusieurs décennies. C'est une disparition qui remonte aux années 80. Est-ce que ce sont des YouTubers qui, Alexandre, pourraient avoir résolu ce mystère-là? C'est assez exceptionnel là, ce qui se passe avec ce groupe Exploring with a Mission qui vient en 10 jours de temps de peut-être résoudre 2 disparitions importantes de l'histoire du Québec. Hein? Et c'est, on se comprend, leur mission justement là, de ce groupe-là, c'est ce qu'ils font. Hein? Ils recensent toutes sortes de disparitions qui auraient pu se produire sur des cours d'eau là, en Amérique du Nord, de l'Est, là, donc ici aux États-Unis. Et là, ils étaient à 2 montagnes durant la fin de semaine. Et ils auraient découvert ce qui serait les restants de la voiture de Robert Saint-Louis, un homme de Laval qui a quitté sa résidence en juin 1988. Imaginez-vous donc, donne pas de nouvelles ni à sa conjointe, ni à ses 5 enfants et disparaît complètement. Et là, ça fait 37 ans qu'il le cherche partout. On savait même pas s'il était mort en 2021, puis ça, c'est complètement fou cette histoire-là. On pensait qu'on l'avait peut-être retrouvé. Il y a un avocat américain qui les appelle en Ohio puis il dit « Hey, il y a un sans-abri ici qui se fait appeler Bob Saint-Louis à Toledo. » Et là, il a l'air d'être atteint de l'Alzheimer. Il y a un regard qui ressemble beaucoup à celui de Robert Saint-Louis. Et finalement, il décède. On fait des tests d'ADN et c'était pas lui. Où serait-il? Mais il serait plutôt directement là dans la rivière des Mille-Îles et on aurait retrouvé pour l'instant son véhicule, une Cherokee Chief Beige, qui n'était pas un véhicule qui était excessivement populaire, qui avait des marques particulières dessus, ainsi que des ossements humains à l'intérieur. Donc on se comprend, on risque de mener des analyses sur les ossements en question pour être certain qu'il s'agit bel et bien de lui, qui se trouvait d'ailleurs dans un endroit là à une 60aine de pieds dans la rivière des Mille-Îles, à côté d'une rampe à bateau. Et selon le groupe, il y a 3 véhicules en tout à cet endroit-là. Oui, il y en a d'autres des autos dans l'eau. Ouais, c'est assez fou, merci. Puis ils disent que selon leur expérience, les rampes à bateau, c'est un endroit où tu peux retrouver là des véhicules. Il y a 10 jours, c'était le véhicule de Yvon Guévin, qui est disparu depuis 2014, qu'on aurait, évidemment j'y vais au conditionnel parce que c'est toujours pas confirmé, trouvé dans la rivière Saint-François, justement un véhicule avec un corps. Donc eux se promènent avec des sonars, essayent de trouver des véhicules, des cadavres là, qui seraient dans l'eau, enseveli depuis longtemps. Je trouve ça spécial. Là, chaque fois qu'on réussit à résoudre des disparitions, c'est toujours un grand soulagement pour la famille, pour la curiosité de la société également. Puis dans ce cas-ci, il y a un groupe qui semble avoir assez de succès avec sa méthode. Merci. Ouais. Autre histoire, transportons-nous aux États-Unis, une petite Québécoise de 9 ans qui a été retrouvée sans vie après justement le déclenchement d'une alerte Amber. Ouais, peu après 22 heures samedi, la police de l'État de New York a reçu un appel du père de la fillette Mélina Fratolin, 9 ans. Son père, Luciano Fratolin, là, qui est un entrepreneur montréalais, qui finit par les contacter. Et là, on a chercher encore là, avec des escouades canines, avec des hélicoptères, avec des policiers à pied un peu partout là, la section forestière là dans l'État de New York et finalement on a retrouvé la fillette décédée. Et là, ce qui est spécial, c'est que on dit qu'il y aurait des incohérences dans le récit des événements du père. Dans sa chronologie, c'était bizarre. Et là, il n'y a pas d'arrestations qui ont été faites pour l'instant. Le père, lui, sur son compte Instagram, se décrit comme un père aimant, parle beaucoup de sa fille. Mais est-ce que il pourrait avoir un lien directement avec ce qui s'est passé? Pour l'instant, il y a très peu de détails qui filtrent en dehors de cette enquête, hormis le fait que malheureusement, la fillette de 9 ans est décédée au bout de l'enquête. Les policiers qui sont censés faire le point aujourd'hui, là, un point de presse qui est prévu. Ouais. Un des chefs du gang Arab Power qui a été tué de manière vraiment très violente là, au pénitencier de Donnacona. Ouais, nos collègues du journal ont appris ça de diverses sources. Sylvain Cabucci, là, qui, du haut de ses 26 ans, avait gravi les échelons du monde de la criminalité au Québec et dirigeait, semble-t-il, là, depuis sa cellule où il était emprisonné pour une peine pour meurtre, la perpétuité, cachait toutes sortes de téléphones cellulaires puis était capable de coordonner des événements violents, entre autres, les incendies criminels
criminel, hein, la fameuse vague d'extorsion récente à Montréal, il serait derrière tout ça. Mais là, a été retrouvé mort, poignardé à plusieurs reprises, au visage, gorge tranchée. Et là, il y a une enquête qui est ouverte. On aurait des suspects, là, plusieurs, dans la ligne de mire. Puis on n'exclut même pas que ce serait peut-être son propre gang qui l'aurait fait assassiner comme ça en prison. Hein. Des fois, les voies du crime organisé sont assez violentes, merci, là, dans ce monde-là. Et on a donc une enquête qui va se mener à l'interne autour d'un homme qui faisait tout le temps les manchettes. Là. Il était revenu, Sylvain Cabucci, là, un peu partout. Quand je dis qu'il y avait des téléphones cellulaires, on dit que la sécurité avait été resserrée après des reportages du journal autour de lui, qu'on fouillait sa cellule là, presque toutes les semaines et que, malgré tout, réussissait à avoir des téléphones cellulaires en sa possession. Ben ça démontre les lacunes du système actuel, là, sincèrement. Là. C'est inacceptable qu'un chef de gang comme ça puisse avoir, avec une telle facilité, des cellulaires en dedans. Là. Ah, c'est fou, puis c'est même lui, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire, c'est lui qui a recommandé une pizza depuis sa cellule aux gardiens pour les narguer directement. En plus, il multipliait des recours judiciaires parce qu'il se plaignait de ses conditions de détention tout le temps, mais monsieur avait des téléphones cellulaires, puis il pouvait commander des meurtres, des extorsions, des incendies à l'extérieur et des pizzas, ça a l'air. Quand même assez incroyable. Bon, autre projet informatique, autre bras de fer. Je sais pas qui je vais faire sursauter dans son auto ce matin, qui nous écoute ou ailleurs, Alex, mais Radio-Canada qui apprennent qu'il y a un autre projet. Cette fois-ci, c'est le système d'information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines, le CIFA-RH, qui est censé unifier toutes les solutions informatiques du réseau de la santé au grand complet. Là. La paye, les horaires, les achats. Ça devait coûter 202 millions de dollars au début. Puis il y a comme deux volets, finances et ressources humaines. Il y en a un qui devait coûter 96 millions, l'autre devait coûter 106 millions. Mais là, c'est parce que le volet finances, qui devait coûter 96 millions, il est rendu à 280 millions de dollars. C'est 3 fois l'estimation du projet. Les chiffres sont pas terminés. Ça doit nous être expliqué clairement, ces dépassements de coûts-là. Là. Ça doit être justifié. Alex, pas du tout. Ça en demande beaucoup, je pense. Écoute, on dit que là-dessus, on calcule pas encore les dépenses récurrentes qui vont revenir jusqu'en 2043 non plus. Il y a un contrat total qui a été conclu de 408 millions de dollars là-dessus. Mais devine avec qui? La firme LGS, qui est une filiale d'IBM, qui est la même qui est impliquée dans le fiasco SACLIC. Ça s'invente pas. On a encore fait appel à la même firme que dans un autre projet où tout a sauté. Et là, c'est du côté du volet ressources humaines du projet, parce que je vous parlais juste du côté finance. Côté ressources humaines, on sait rien. Toutes les soumissions qui ont été reçues sont non conformes. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas combien de temps ça va coûter. Il n'y a rien qui est expliqué. Rien du tout. Et là, on apprend que le ministère de la Cybersécurité du numérique a écrit à Santé Québec à la fin juin pour leur demander d'abandonner le projet sans délai. C'est les mots qu'on utilise. Et on apprend même qu'ils avaient déjà sollicité, là, il y a au moins 2 fois le ministère de la Santé d'arrêter ce projet-là dans le passé, quand c'était le ministère de la Santé et non pas Santé Québec qui le gérait en disant « c'est tout de suite, ça déraille, ça dérape, on va dépasser d'à peu près partout » et on n'a pas écouté. Et là, ça a l'air que Santé Québec, eux, contestent et disent « Non, on va de l'avant avec ce projet-là, on y va, on a commencé, on va le terminer. » Mais on ne sait pas à combien d'argent ça va se terminer. On ne sait pas quand ça va se terminer non plus. Mais on a un nouveau projet comme ça, informatique, qui risque d'exploser au Québec. C'est pas Albert Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui, de mémoire. Là, c'est une bonne citation, oui. C'est un peu ce à quoi on assiste. Puis à chaque fois, je veux dire, les bras me tombent parce que tu te dis, OK, ce sont des gens qui sont payés pour gérer les finances publiques, donc ce qu'on envoie à chaque fois qu'on est payé en termes d'impôts. Et à chaque fois, c'est ça. On prend les mêmes décisions et on espère avoir un résultat différent. Rappelle-moi le nom de ce projet-là, c'est CIFA-RH. CIFA. On aurait dû appeler ça siphonnat, parce que c'est un peu ce qui se passe. On nous siphonna notre argent. Et siphonnons les contribuables. Tu veux te sacrer, Alex? Et on n'en verra pas les résultats. Ça coûte 2 millions de dollars par mois, même si le projet avance à peine. D'ailleurs, le fournisseur, lui, reçoit 1,4 million pour maintenir le projet par mois. Peu importe
qu'il y ait livraison ou non de produits. Même s'il livre rien pantoute, c'est 1,4 million par mois. C'est le fun quand même. Mais combien de temps on va accepter ça encore, là? Sincèrement, là. Tu sais, les enjeux sont très nombreux au Québec. On se demande où va l'argent lorsque notre système de santé tombe en ruine, lorsque le système d'éducation tombe en ruine. Je reviens sur certaines manchettes. Tu sais, la semaine passée, on vous parlait de Maisonneuve-Rosemont, là. Ouais. Puis tout ce que ça va coûter, là, juste pour, tu sais, maintenir certaines choses. Réalisez-vous à quel point on fait juste flusher dans les toilettes cet argent-là? On passe par en avant, là. On va le démolir, Maisonneuve-Rosemont. Alors, tu sais, plutôt que d'accélérer la construction, on va continuer de pomper de l'argent qu'on va complètement envoyer aux poubelles. Ça servira absolument à rien. Et c'est de cette façon-là. Alors ça, mettez ça sur la pile. On met ça sur la pile des dépenses qui sont complètement ridicules et risibles dans le gouvernement. Bon, là, c'est au fédéral. Plusieurs grosses entreprises manufacturières qui veulent poursuivre maintenant Ottawa intentent une poursuite de plusieurs centaines de millions et c'est en lien avec les nouvelles règles sur les travailleurs étrangers. Ouais, manufacturiers, exportateurs Québec qui se sont regroupés là un peu partout. Là, on parlait également du côté de nos collègues du journal au PDG de Manac qui accusent tous Ottawa là, d'avoir voulu changer complètement les règles du jeu en restreignant le nombre de travailleurs étrangers temporaires qu'on peut avoir dans les entreprises un peu partout au pays, mais sans avoir de justification économique, sans avoir de solution de rechange non plus. Et là, les chiffres qui sont avancés par les manufacturiers puis les PME du Québec et du Canada, mais sont assez massives. Merci, là, ils parlent d'une saignée de 30% de leurs ventes si rien n'est fait. 25 millions de pertes potentielles sur 2 ans du côté de Manac, de la manière dont ils l'ont chiffré, en disant que ils ont absolument besoin de cette main-d'œuvre étrangère temporaire. Je trouvais ça intéressant ce que disait Charles Dutil, qui est justement le PDG de Manac, qui disait c'est parce qu'il y a pas des programmes là pour recruter à l'extérieur là puis faire venir des gens en Beauce où se trouve l'entreprise en région, mais ça court pas les rues. Il dit, il y a pas 12 gars au métro Longueuil un matin qui attendent pour avoir un emploi manufacturier en Beauce. Il dit, pour les travailleurs étrangers temporaires, on les fait venir, on les fait travailler, ils payent des impôts, payent des taxes, puis ils sont immédiatement sur le marché du travail. Et là, c'est des entreprises, des PME de plus en plus qui pensent à déménager aux États-Unis ou cesser carrément leurs opérations s'il y a absolument rien qui est fait. J'ai hâte de voir quelles vont être les ramifications de tout ça, parce que le fédéral, comme tu le dis, est très discret en ce moment. Peu importe les questions qu'on leur pose, que ce soit du côté des droits de douane ou autres, est-ce qu'ils vont sortir pour réagir à tout ça? Parce que pour l'instant, là, on est rendu au point où on poursuit en justice le gouvernement tellement on est inquiet de la situation. Marianne, encore une fois, fraude avec l'intelligence artificielle. Et là, c'est notre collègue Isabelle Huot là, qui a été fraudée. Et encore une fois, les géants du web font pas grand-chose pour s'attaquer au problème. C'est à la une du Journal de Montréal ce matin. On parle de fraudeurs qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour créer des fausses vidéos qu'on va publier sur Facebook en usurpant la voix, le visage de plusieurs experts de la santé bien connus au Québec, dont tu le fais mention. Isabelle Huot, docteur en nutrition, très connue dans l'œil du public, qu'on voit dans la plupart des médias québécois. Ce n'est pas tous les Québécois, les médias québécois depuis plusieurs années. Et veut pas, quand il y a une personnalité publique qui s'affiche à l'écran comme ça, qu'on voit souvent, qui est une professionnelle de la santé, il y a une certaine confiance entre le public et la personnalité qui se crée. Et là, quand ces personnes-là font l'objet d'une publicité, le public a tendance à croire parce qu'il se dit, ça fait des années que je la vois à la télévision, donc pourquoi est-ce que je ne la croirais pas? Et c'est le cas de Jocelyne Major de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a témoigné dans l'article du journal. Elle a vu sur son fil Facebook une vidéo hyper truquée, donc du deepfake d'Isabelle Huot, qui a été créée par des escrocs grâce à l'intelligence artificielle. Et dans la vidéo, on peut voir une fausse Isabelle Huot qui est dans sa cuisine. Donc, on a reproduit la cuisine d'Isabelle, on a reproduit sa voix, son image, et elle vend des pilules amaigrissantes à gros prix, bien évidemment. Elle dit qu'elle y croyait, que c'était la vraie Isabelle Huot qui vendait ces produits-là pour maigrir, mais quand ils lui ont demandé 299 $ sur Internet, elle s'est dit, attends un peu, c'est sûr que c'est une arnaque, donc par chance, elle a appelé à son bureau avant de payer et on lui a dit que c'était une fraude, donc elle s'est pas fait avoir. Faut savoir que le journal a obtenu plus d'une dizaine de témoignages de Québécois, comme Madame Major, qui sont également tombés dans le panneau. Isabelle Huot, elle dit recevoir tous les jours une vingtaine de ce type de messages-là. Il y a même un monsieur qui a récemment dit que
qu'elle devait lui rembourser 400 $ parce que il avait jamais reçu le produit. Elle dit ça a aucun sens. J'ai jamais encouragé l'approche de prendre une pilule, encore moins de faire un régime pour perdre du poids. On a signalé à Meta, la maison mère de Facebook, les publicités frauduleuses, mais ça réapparaît quelques jours plus tard. Et là, il y a d'autres personnes du domaine de la santé qui sont ciblées par ces escrocs-là, dont le docteur François Marquis, avec qui on parle aussi très récemment, très fréquemment dans les médias. Sur Facebook, on voit un faux docteur Marquis qui vend une cure miracle contre l'arthrite. On peut même voir des fausses entrevues avec Céline Galipo, avec Annie Soleil Proto. Donc, il est rendu à plusieurs plaintes qu'il a fait aux policiers de Montréal qui peuvent juste rien faire. Ils peuvent rien faire. C'est orchestré à l'étranger. Ouais. Il y a plusieurs appels, plusieurs courriels qu'il reçoit. Il a alerté le Collège des médecins du Québec. Parce que les médecins, ils peuvent pas utiliser leur titre professionnel pour promouvoir des produits commerciaux. Puis je rappelle, évidemment, la maison mère de Facebook, Meta, a refusé de commenter ces deepfakes qui ont été publiés. Et il y a aussi, on se rappelle, Marie-Claude Barrette, animatrice, qui a déposé en 2024 une demande de recours collectif contre Meta au nom de plusieurs personnalités publiques, parce que on parle Marie-Claude Barrette, Eve-Marie Lortie, Normand Brathwaite, Nathalie Simard, Pierre-Olivier Zappa, on peut les nommer encore et encore. Ce sont des personnalités publiques qui se font usurper leur identité à cause de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment un fléau. Il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans le panneau. Et toi, Alexandre, tu t'étais penché là-dessus avec ton balado. Là. Ouais, j'avais deux épisodes de mon balado. Ce n'est qu'une théorie là-dessus, là, sur les risques réels et faux de l'intelligence artificielle, de quoi il faut s'inquiéter, de quoi il faut moins être stressé. Et ça, c'est un des vrais dangers réels. J'avais parlé à des gens justement qui s'étaient fait frauder autour de tout ça. C'est ultra réaliste, mais c'est d'où le réflexe à développer lorsqu'on est en ligne de vérifier et contre-vérifier ce qu'on regarde. À chaque fois que vous voyez 100%. Une information, fouillez-la, googlez-la, allez voir si vous pouvez la regarder ailleurs. Parce que, pour vrai, il n'y a pas vraiment de personnalité québécoise connue qui se met à vendre des pilules amaigrissantes. C'est niaiseux, là, mais si vous voyez ça, doutez tout de suite. Allez vérifier sur la page officielle de cette personne-là. Vous allez tout de suite trouver que c'est faux, mais malheureusement, la culture du web et de la recherche est pas complètement développé chez toutes sortes de personnes, puis c'est normal, c'est de plus en plus difficile de vivre dans un monde où on se fait bombarder de fausses informations, mais c'est malheureusement notre réalité. C'est un point qui est important de rappeler. 2-3 réflexions en lien avec ça. La première, c'est soyez vigilants. Moi, souvent, le premier réflexe que j'ai quand je vois quelque chose sur les réseaux sociaux, le premier réflexe que j'ai, c'est voyons, c'est vrai cette affaire-là. T'sais. Première des choses. Des cures miracles, là. Ça existe pas. Okay, en partant. Alors, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes parce que, malheureusement, il y a des fraudeurs qui vont juste vouloir vous siphonner votre argent. Deuxième point, c'est fascinant de voir de nos jours, en 2025, la facilité que les crosseurs ont à imaginer toutes sortes de fraudes et à quel point leur travail est facilité par les technologies, par l'intelligence artificielle notamment. Et troisièmement, ça c'est le point probablement le plus important là, le fait que ces géants du web-là ne font rien pour aider les gens qui sont fraudés, c'est complètement inacceptable. Ces géants du web-là vont être très, très bons pour faire du lobbyisme, pour se têter des exemptions de taxes ou quoi que ce soit. Mais quand vient le temps d'aider des gens qui sont victimes de fraude, qui se font frauder, c'est drôle, là, ils sont aux abonnés absents. Pourquoi vous pensez? Parce que ce soit une fraude, que ce soit une publication, tout ce qui compte, c'est les clics. Et le cash que ces clics-là génèrent. Alors, peu importe si c'est positif, négatif, si c'est une fraude, si vous vous faites voler, dans leur esprit, visiblement, là, selon ce qu'on peut en croire, d'où leur silence et le fait qu'ils sont abonnés absents complètement lorsqu'on a besoin d'eux, ben voilà, hein? Il est possible de croire pour nous, de soulever cette hypothèse-là. Coudon, y a-tu juste l'argent qui compte dans leur esprit? Débat, opinion et analyse. Cube.